Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief de milieu de semaine. On fait quand on veut désormais. Exactement, c'est l'été, c'est la liberté. On est donc la veille de la désignation, enfin de l'élection plutôt, de là où le président de l'Assemblée nationale. On va revenir là-dessus, on va revenir sur la gauche, les raisons pour lesquelles, alors que il ou elle avait été annoncé, on n'a toujours pas de proposition de Premier ministre ou de Première ministre. Par le nouveau Front populaire. Ils avaient dit que ce sera en fin de semaine dernière, mais voilà, pas de fumée blanche. On va revenir dessus, mais d'abord, tu voulais dire un mot sur le fait que ce matin, Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est baignée dans la Seine, comme elle l'avait dit qu'elle le ferait. Bon, le calendrier a été un peu repoussé, elle devait se baigner un peu plus tôt. Moi, juste en passant, je note que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, lui a grillé la priorité, puisque genre, elle s'est baignée il y a 2 jours en burkini. Intéressant. Ah ouais elle était totalement... Elle avait un bonnet, un machin. Elle était très bien d'ailleurs, elle a un peu glissé et elle a crié dans l'eau. Et ce matin, Anne Hidalgo s'est baignée. Qu'est-ce que tu veux Non, dire mais en fait, je voulais en dire 2 petites choses avant qu'on parle des choses qui concernent tout le monde, parce que ça concerne pas, ça concerne essentiellement les franciliens, on va dire, qui vont peut-être retrouver le plaisir de se baigner. Jusque dans les années 60, on pouvait se baigner en bord de Seine, et il y a dans la banlieue parisienne, par exemple, je pense à Vitry, où il y a une rue qui mène à la Seine, qui s'appelle rue de la Baignade. On se baignait, il y avait vraiment des baignades au bord de la Seine, et peut-être que ça va pouvoir revenir. Ça m'enchante. Je trouve que pour le plaisir de vivre, c'est pas rien. Et je voulais dire que c'était une victoire, un succès pour nous. Je veux dire que les choses qui s'améliorent, qui sont des victoires, qui sont des gains, c'est ce qu'on gagne dans des luttes sociales, et puis c'est aussi ce qu'on gagne parce qu'on a imposé que ça soit réalisé, qu'il y ait 1,5 milliard qui était mis sur la table pour faire en sorte que la Seine retrouve sa pureté, et que c'est quand même une histoire qui est politique. J'étais là il y a 15 jours en Angleterre, et depuis 200 ans, il y a un match, enfin je sais pas quoi, une rencontre sportive entre Oxford et Cambridge par aviron sur la Tamise, et qui n'ont pas pu la faire cette année tellement la Tamise est polluée. Et je me suis dit, c'est quand même pas rien. C'est pas rien qu'en France, on ait acquis ça, et que voilà, il y a on a toujours un peu l'idée que on gagne rien, qu'on n'a rien gagné ou je sais pas quoi. Non, si, ça par exemple on a gagné. Pour moi, le fait que ça soit effectif, c'est notre bien commun et notre victoire à tous. Et peut-être même que tu vas aller te baigner cet été. J'adorerais. Je ne sais pas encore si je vais le faire, mais si j'aurai le temps là concrètement avant de partir en vacances à la fin de la semaine prochaine, mais si je peux, j'adorerais. Deuxième. Oui, ça c'était voilà la petite parenthèse. La petite parenthèse de début. Ouais. Mais bon, c'est une bonne nouvelle, quoi. Les prolégomènes, histoire de se mettre en jambes. Oui. Le deuxième sujet, c'est donc la situation politique au niveau national, et tout particulièrement à l'Assemblée, où pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en fait qui a véritablement avancé depuis le deuxième tour des élections législatives. Il y a quelques petites choses, notamment le choix de Gabriel Attal pour présider le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, ou celui de Laurent Wauquiez pour présider le groupe de la droite républicaine, c'est comme ça qu'il s'appelle, la droite républicaine. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À l'Assemblée nationale, etc. Mais globalement, la grosse attente qu'on a eue toute la semaine dernière et que l'on a toujours, c'est celle de la proposition d'un ou d'une première ministre par le nouveau populaire, et que ça n'arrive pas. Alors, je vais te donner la parole en premier avec cette question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui foire ? Je subodore que c'est un petit peu plus profond et complexe que juste dire « Ah, mais c'est parce qu'ils ont des trop gros égos, ils veulent tous y aller, ils veulent tous que ce soit de leur famille politique. » Non, évidemment, ça c'est des histoires
pour les petits-enfants, c'était ça. Je veux dire, le problème, il est bien plus sérieux que ça. Et si on ne débouche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, et qui coince pas anecdotiquement. Voilà, c'est ça que... En fait, pour ceux qui nous suivent, la semaine dernière, on a fait un débrief, on a dit qu'on s'engueulait là. Enfin, ou c'est pas on a dit, on s'est engueulé. Et en fait, je trouve qu'on avait un peu anticipé les questions qui sont en train de se poser et qui se posent là. Au fond, pourquoi est-ce qu'on veut le pouvoir, pourquoi est-ce qu'on va à Matignon? Et je pense que là, il y a quand même, s'exprime deux cultures politiques que l'on a artificiellement cru régler, dépasser, des divergences et des divisions que l'on a cru surmonter depuis 2 ans avec la signature de la NUPES, et puis, enfin de l'accord de la NUPES, et puis ensuite la signature du nouveau Front populaire. Alors là encore, ceux qui nous suivent savent que ça fait quand même un petit moment, même pratiquement depuis le départ, que nous on a toujours dit qu'il y avait quelque chose qui était un bon signal politique et symbolique, qui répondait à la demande de la gauche dans son tréfonds d'unité, parce que sans unité, il n'y a pas de victoire possible, de victoire politique possible, mais que quand même, les divergences, elles n'étaient pas artificielles. Et que certaines d'entre elles, d'ailleurs, elles étaient même nécessaires, elles étaient même intéressantes, et qu'il y avait celles qui pouvaient se surmonter, celles qui pouvaient se négocier, et puis celles qui finissaient aussi par justifier qu'il y avait des sensibilités, des courants de pensée différents dans la gauche. Alors, en l'occurrence, je pense que ce n'est pas du tout par hasard qu'il y a cet affrontement entre le Parti socialiste et la France insoumise. Et concrètement, je pense que le Parti socialiste continue d'être dans l'idée qu'il faut ouvrir un chemin d'espérance par le fait que la gauche peut diriger de manière crédible et apporter des améliorations sur la durée, et que c'est ça qui compte, de redonner de l'air à ceux qui ont l'impression que tout est bouché. Et quant à la France insoumise, je pense qu'elle croit elle pense que donc le Parti socialiste s'inscrit dans la durée, tandis que la France insoumise, évidemment, quand Jean-Luc Mélenchon a dit c'est tout le programme, rien que le programme et tout le programme, il avait parfaitement conscience du rapport de force qui rendait très très difficile cette promesse de tout le programme. Mais en tout cas, c'était une attitude, et une attitude qui n'est pas guidée par la question de l'exercice du pouvoir, qui est guidée par la question de faire face au Front National. C'est-à-dire, je pense que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont dans l'idée qu'on ne va pas résoudre le problème uniquement par l'exercice du pouvoir, par l'apport de réponses concrètes aux problèmes des gens, mais qu'on va le résoudre dans l'affrontement politique, et que cet affrontement politique, il faut le construire. Et qu'en l'occurrence, la France insoumise est plutôt dans l'idée, on va faire ce que l'on va pouvoir dans le temps pendant lequel on va tenir, on va aller le plus loin possible, et puis on se fera battre, parce que c'est à peu près écrit qu'on se fera battre, puisqu'il n'y a pas de majorité pour une politique de rupture progressiste, écologiste, sociale, etc. Mais que ça sera, on fera un effet de révélation aux yeux de tous, de qui est à quel endroit. C'est-à-dire que là, il y a la volonté d'une lisibilité, d'une clarté sur le conflit politique, et que véritablement, ce sont ces deux orientations, d'une certaine manière, qui s'expriment, et il n'y a pas des gentils et des méchants, il n'y a pas ceux qui voudraient le pouvoir parce qu'ils aimeraient les Marocains, et ceux qui seraient indifférents à cette question de l'exercice du pouvoir. Pas du tout. Je crois que les deux veulent exercer le pouvoir. Je pense qu'il n'y a pas des gens qui ne pensent pas au Front National et d'autres qui sont obsédés par le Front National. Je pense que tous les deux savent très bien que c'est ça le danger. Mais par contre, il n'y a pas d'accord. Il y a des sensibilités, des convictions différentes sur la manière de battre le Front National, et donc sur la façon d'être de gauche dans cette circonstance. Oui, moi je vais revenir sur... Tu as dit oui, nous ça fait longtemps qu'on raconte en gros pourquoi en fait au bout d'un moment on va être dans une impasse, et que
à la fois sur la question de l'accord de la NUPES et sur la question de l'accord du nouveau Front populaire. Et là, en fait, on voit matériellement, pragmatiquement, qu'il y a un blocage aigu. Tout ça pour dire, parce que c'est quelque chose aussi qu'on dit depuis longtemps ici, que la question du programme, hélas, enfin plutôt c'est un fait, ne résout pas tous les problèmes politiques. C'est pas parce qu'on se met d'accord sur un programme que derrière toutes les difficultés, toutes les complexités de la politique sont gommées. Je dis ça aussi parce que j'ai vu arriver sur les plateaux télé, notamment dans les premiers jours après le deuxième tour de l'élection législative, des responsables, notamment de la France Insoumise, qui venaient sur les plateaux avec le programme du nouveau Front populaire. Et quand on leur disait, vous allez trouver un Premier ministre, ils disaient, ah mais nous on a le programme. Genre, c'est-à-dire, sous-entendu, comme toutes les questions sont subordonnées à cette question du programme, le fait d'avoir ce programme va nécessairement faire que tout va se résoudre et va y avoir des réponses à tout. Or, bah non. Et encore une fois, pas que pour des enjeux symboliques de leadership. Non, pas du tout. Alors justement, alors toi, tu as parlé de ces questions de comment est-ce qu'on exerce le pouvoir et la capacité de projection finalement que les uns et les autres ont dans la fonction qui est... voilà, celle qui va être octroyée au Premier ministre dans la situation, avec la composition actuelle de l'Assemblée nationale, qui est, mais ça je pense que tout le monde l'a compris, particulièrement complexe et inédite dans la Ve République. Moi je pense qu'il y a aussi une autre question, c'est la question de la culture politique des uns et des autres, qui n'est pas tout à fait la même à la France Insoumise et à Europe Écologie Les Verts, au Parti communiste et au Parti socialiste, parce que vous avez c'est pas une culture de gouvernement, c'est pas ça le sens, mais c'est plutôt une culture du clivage, c'est-à-dire une façon de se différencier, de dire, moi j'ai encore qui résonne dans mes oreilles les membres de la France Insoumise, y compris des responsables, des députés, qui disaient plus jamais PS. Alors c'est vrai qu'ils l'ont dit pendant très longtemps et jusqu'à très récemment, et même parfois ils le redisent encore. Et donc c'est vrai que imaginez tout d'un coup qu'on les retrouve dans une photo de classe les uns à côté des autres et essayer de construire. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et la façon dont la France Insoumise a réussi, car je rappelle que ce sont d'anciens socialistes qui ont créé la France Insoumise, c'est un secret pour personne. La façon dont ils ont créé la France Insoumise, c'est précisément en se différenciant, parfois de façon très violente, du Parti socialiste, notamment sous la présidence François Hollande, mais y compris après. Et donc en fait, cette culture qui fait au sein de la gauche, au sein des différentes sensibilités de la gauche, j'existe parce que je réussis à souligner et ressouligner la différence que j'ai avec une autre sensibilité de la gauche, ça fait qu'en fait, au bout d'un moment, si on continue en fait à avoir cette culture-là, de cliver en gros avec ceux qui doivent être aujourd'hui les partenaires, forcément il y a un hiatus et il y a un problème qui ne permet plus d'avancer. À cela j'ajoute un dernier problème qui est le rapport à tous ceux qui ne sont pas des responsables des cadres militants, c'est-à-dire le peuple de gauche, les gens qui ont voté ce qu'on leur a dit de voter. Et en gros... là en l'occurrence ils se sont pas mal bougés pour... Ils n'ont pas voté ce qu'on leur a dit de voter. Ils se sont activés pour que ça vote. Bien sûr, bien sûr. Non, t'as raison. L'engagement était large. Oui, l'engagement était large. Je ne suis pas sûr que l'engagement militant ait été majoritaire dans le peuple de gauche. Tu vois, la plupart des gens, la société civile s'est mise en marche, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit des millions de gens qui sont allés tracter ou qui sont allés faire du porte-à-porte. Il faut toute proportion garder. Ça a été important, mais pas majoritaire ou pas des millions de gens. Et donc, ces gens-là, en fait, ils ont non pas une culture du clivage, mais au contraire, une culture de « bon, c'est bon ». On doit y aller, on va gagner, on a gagné. C'est le récit qui a été donné les premiers jours après l'élection. Donc, pourquoi est-ce que vous vous mettez pas d'accord? Et là, il y a une incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a une logique
que tu as très bien décrite des partis ou des mouvements politiques qui fait qu'aujourd'hui ça ne marche pas, mais qui est complètement décorrélé et même en opposition avec ce que pensent beaucoup de gens. Moi, je suis interpellé parce que les gens ils me reconnaissent de la télé, je suis interpellé dans la rue. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont genre hallucinés. Et c'est d'ailleurs ce qu'essayent certains cadres politiques de ramener, notamment dans les médias. On a vu Sandrine Rousseau et y compris Marine Tondelier récupérer cette inquiétude, cette colère, cette impatience, et ils ont raison de le faire, hein, parce que c'est vrai que c'est important de voir des gens qui soient un peu raccord en fait avec ce qui se passe dans la société. Et ça, je pense qu'il faut aussi se poser la question de savoir comment est-ce qu'on se rattache en fait à tous ces gens qui ont des attentes qui ne sont pas exactement les mêmes que celles des responsables politiques qui ont des agendas, des stratégies qui sont voilà, un peu dissociées, quoi. Alors, tu vois, c'est un peu dans la continuité de ce que tu dis, et c'est de mon fil aussi. Ce que je pense, c'est que ce qu'on constate, c'est quand même un peu de la politique sur le papier. C'est-à-dire que sur le papier, le gouvernement de gauche, s'il applique une politique de gauche, eh ben, il va jarter. Et donc, il y a une partie, et puis, bon, là, tout le monde, la tribune qui était signée par Madame Toubiana, et avec de très nombreuses autres personnes tout à fait estimables, hein, j'ai en tête, il y avait Cyril Dion, il y avait Noël Mamère, il y avait Patrick Braouzek, il y avait tout un tas de gens qui sont de la gauche et qu'on ne peut pas contester comme étant des gens de la gauche tout à fait engagés dans leur vie entière, le prouve, qui disent il faut qu'on trouve une solution d'accord au-delà du Front populaire pour pouvoir installer ce pouvoir qui va faire sans doute pas tout le programme puisqu'on n'est pas majoritaire, donc on ne va pas pouvoir y arriver. Bon, moi j'ai dit que je n'étais pas d'accord la dernière fois avec cette option-là. Je maintiens mon point de vue, ça ne me fait pas considérer que tous ces gens, Madame Toubiana et Cyril Dion et Noël Mamère, enfin Braouzek, sans sachet, je ne dis pas tout le monde, je les estime tous vraiment, mais je ne pense pas que je ne suis pas d'accord avec eux. Et quel est le point de désaccord? C'est qu'en fait justement ce que je trouve, c'est que on ne mesure pas ce qui s'est passé de mobilisation de cette gauche sociale qui est vraiment très puissante. Elle est très puissante, elle s'est exprimée dans les mouvements sociaux de la réforme des retraites, mais elle se manifeste autour des enjeux écologiques, elle se manifeste dans le féminisme, elle se manifeste dans de très nombreux endroits et à de très nombreux moments, et elle s'est manifestée puissamment au point de renverser la vapeur sur la question de l'élection du second tour. Entre le premier et le second tour, il y a eu un truc de dingue qui s'est produit. Et ce que je trouve, c'est que personne n'intègre véritablement le fait que prendre le pays à témoin, c'est pas juste prendre le pays à témoin qu'on va se faire battre. C'est aussi prendre le pays à témoin pour réussir à gagner, c'est-à-dire pour que les gens se mobilisent, pour que ça aboutisse. Ça, tu vois, c'est par rapport à ce que souvent tu dis à propos de la France insoumise, qui est, d'ailleurs, qui hypertrophie le rôle de l'élection présidentielle, c'est-à-dire ce côté vertical et descendant du pouvoir. D'ailleurs, tout le monde sait bien que c'est un peu ça qui est en surplomb dans leur stratégie, quoi. C'est-à-dire de se mettre en situation pour l'élection présidentielle de battre Marine Le Pen et d'incarner une solution à gauche. Et le problème, c'est que, en effet, il y a cette dimension de la présence de la société, de sa capacité à se mobiliser, y compris pour faire passer des mesures que nous voulons, ce qui s'est passé au moment du Front populaire. Enfin, quand même, les congés payés n'étaient pas dans le programme du Front populaire. C'est bien la mobilisation qui s'est levée, qui a mis à l'ordre du jour et qui a permis qu'on vote les congés payés. Donc je trouve que dans cette équation qui est, on va prendre le pays à témoin, qui est moi, ce que je crois qu'il faut faire, je crois qu'il faut avoir des réponses qui soient radicales, c'est-à-dire qui le plus possible, qui apportent des réponses pour que les gens vivent mieux, mais qui commencent à transformer des choses, parce qu'on est dans une impasse, notre pays est dans une impasse, mais que cette question-là, elle ne se joue pas simplement dans le rapport de force à l'Assemblée nationale, et elle ne se joue pas simplement interparti. Elle se joue aussi, et le fait
qui est dramatique de ces négociations à 4 chefs de parti derrière des portes fermées, mais c'est affreux. Franchement, c'est affreux parce que, bon, en dehors du fait qu'on est comme des cons à regarder le conclave, à attendre de voir si la fumée va sortir, la fumée blanche, bon, ça c'est désagréable parce qu'on se dit non, mais vraiment ils se foutent de nous, mais c'est surtout qu'on comprend qu'ils ne nous font pas confiance. On comprend qu'on n'est pas dans l'équation, qu'on n'est pas dans le game, mais très largement, quoi. Je veux dire, au-delà des partis, nous tous. J'aimerais être encore plus sévère en partant d'une conclusion que Alain Berthaud, le sociologue, tirait d'un de ses derniers ouvrages sur les émeutes. En gros, Alain Berthaud, il disait, je vais vraiment tirer sa conclusion vers un truc à moi. Hein. C'est pas exactement ce qu'il dit, donc tu m'excuses Alain si tu nous écoutes. Mais en gros, il dit les 3 dernières grandes mobilisations sociales en France, ça a été les Gilets jaunes, la réforme des retraites et les émeutes après, les révoltes après Naël. Et il dit la façon dont le politique à gauche a eu de regarder ça, j'enlève les questions de mépris, d'incompréhension, etc. Ça veut dire, bon, ok, alors qu'est-ce que vous voulez? Alors les gilets jaunes, ils veulent le RIC, ils veulent genre la fin de l'écotaxe, ils veulent je sais pas quoi, on fait une liste de genre 15 points. Allez, on peut en faire 200 même si vous voulez, ou 500. La réforme des retraites, ils veulent la fin de la réforme des retraites et l'abrogation de la réforme des retraites. Et puis pour Naël, ils veulent un IGPN, la police des polices autonome, indépendante, genre plus de formation pour les flics, etc. Puis un rapport nouveau, machin. Et je ne dis pas que c'est pas ce que veulent les gens qui étaient mobilisés à ce moment-là. Mais réduire ce qui s'est passé dans ces moments politiques intenses à une liste de courses qu'on va mettre sur un programme et puis voilà, c'est bon, on veut le RIC, on veut l'abrogation de la réforme des retraites, je pense que c'est une erreur, mais fondamentale, que ne peut pas faire, que ne doit pas faire la gauche. Il se passe, bien sûr, plein de choses. En fait, il se crée du commun à ce moment-là. Il se crée de la gauche. Il se matérialise, genre, vraiment une vie de gauche sur le terrain, sur le territoire, qu'on doit prendre en considération. Et c'est plutôt toutes les méthodes, tout ce qui est fait, mais vraiment au sens le plus littéral du terme, dans ces moments-là, qui doit nourrir ensuite le politique. Et le problème, c'est que la tendance, c'est de récupérer la liste de courses, la mettre dans le programme et dire, bon voilà, on va abroger la réforme des retraites et puis on aura répondu à cette mobilisation sociale qui a mis dans la rue des millions et des millions de gens l'année dernière. Non mais, honnêtement, c'est petit jeu. C'est mal comprendre ce qui se passe et du coup ça découle sur ce que tu dis, c'est-à-dire des espèces de conclaves à huis clos, dans lequel on ne sait pas, mais ne vous inquiétez pas. Tu sais, ils sortent parfois une tête, ils disent c'est bon, hein, on abrogera la réforme des retraites, puis ils referment la porte. Tu vois, genre, et puis on est censé être content. Bah non les gars, en fait, pas du tout. On n'est pas content, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ça la politique. Vraiment, on passe complètement à côté du truc. C'est pour ça que j'ai voulu parler de la question de cette dépollution de la Seine. C'est-à-dire qu'en fait, même au-delà de ces 3 mouvements qu'identifie Alain Berthaud comme les 3 temps forts, en fait, ce qui meut notre société, ça se passe pas simplement dans ces temps-là, mais ça se passe sur des tas d'autres questions qui se sont, encore une fois, je pense qu'il y a eu quand même un moment de concrétisation de toutes ces grandes et micro-mobilisations individuelles et collectives dans ce vote en faveur du nouveau Front populaire, et que c'est cette force-là, cette richesse-là, sa diversité, qui n'est pas perçue. Et par exemple, je vais pousser un petit truc plus loin, c'est que là en ce moment, comme on est vraiment dans la merde, on se dit bon, Clémentine Autain, je crois, dès le soir du premier tour, ou du deuxième tour, avait dit il faut que les députés s'en saisissent. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup se disent que c'est une bonne idée parce que on ne voit pas comment est-ce que les partis entre eux vont régler le problème, et que au moins le vote, ça pose une forme démocratique et un peu publique. Mais là encore, moi je soutiens cette idée-là parce que j'en vois pas d'autres, au point où on en est, et qu'on ne peut pas s'en tenir à ça. Enfin, je sais pas, peut pas se terminer comme ça. Enfin, c'est délirant comme situation. Et en même temps, au fond,
Ce que je pense, c'est que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à se sortir de cette conception de la politique qui est complètement centrée sur des partis plus ou moins en forme et plus ou moins pas très en forme, plutôt pas très en forme, une vie politique centrée autour de l'Assemblée nationale. Il faut que la gauche, elle repense son énergie au-delà, et au-delà, c'est encore une fois, c'est pas non plus simplement les quelques intellectuels qui signent des pétitions, etc. Il y a quelque chose de plus puissant. Bon, ce que tu disais tout à l'heure, Marine Tondelier, elle fait très bien de dire notre désappointement et notre colère, hein, éventuellement, de cette situation. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait une gauche qui arrête d'être focalisée sur la question de l'État. En fait, au fond, c'est ça que je ressens, c'est que d'une manière ou d'une autre, tout le monde se retrouve, alors je l'ai dit tout à l'heure à propos de la France insoumise qui hypertrophie l'enjeu de l'élection présidentielle. Le Parti socialiste, c'est la question du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Et puis le PC et les Verts, je vois très bien en fait pour tout dire, mais en tout cas, c'est pas très clair leur rapport à ça. En principe, ils ne sont pas de là. En principe, les Verts, ils émanent quand même, ils ont une culture qui vient plutôt des mouvements sociaux, mais c'est quand même une histoire qui est lointaine maintenant, et ils ont eu tendance un tout petit peu à se dessécher dans des histoires d'appareils et de lutte de pouvoir et tout ça. Et quant au PC, il avait historiquement cette capacité d'articuler du mouvement syndical, associatif et de la politique. Mais là, c'est un peu difficile, là, on va dire, pour être sympa. Et puis, il y a aussi une question qui est la question de la confiance, et en fait, enfin plutôt de la défiance, hein, vis-à-vis des partis politiques de gauche, qui est en train d'aller croissant. Et je l'ai notamment vu au moment où il y a des noms qui ont émergé. Alors, des noms qui étaient un peu des noms surprises, hein. Je pense notamment au nom d'Huguette Bello et au nom de Laurence Tubiana, à deux moments différents. Et immédiatement, les histoires qui ont été racontées à la fois dans les sphères militantes, dans les médias, et puis au-delà, hein, tu vois, juste les gens qui écoutent, tu vois, c'est oui, alors en fait, c'est le PC qui a proposé Huguette Bello, mais c'est récupéré par la France Insoumise derrière, et en fait, ils ont fait ça pour ça, et c'est des coups de billard à 12 bandes à chaque fois, etc. Alors, je suis pas en train de dire que c'est vrai ou c'est faux, hein, et c'est la même chose pour Laurence Tubiana. Mais par contre, je vois à quel point ces sujets, chez à la fois des gens qui sont quand même des protagonistes parfois importants de la gauche, ou des gens qui sont beaucoup plus éloignés et qui voient ça de loin, à des espèces de systèmes complètement fantasmagoriques en fait, ils essayent de nous avoir. Et chacun essaye de tirer la couverture à soi, etc. Qui fait que aujourd'hui, on est mercredi 17 juillet, il est 15h, et je ne vois pas quel nom serait susceptible d'emporter l'adhésion. Et c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que moi, je pense pas qu'il y ait... je vois dans Libération, dans Mediapart, dans Le Monde, dans tous les médias, etc. Et puis les responsables politiques aussi qui en parlent, des gens qui essayent de trouver le bon profil. Alors, Huguette Bello, elle avait 24 ans à l'Assemblée nationale en tant que parlementaire. Elle a dirigé une région, elle a été maire, elle est vraiment fine, etc. Vraiment, toutes choses qui sont tout à fait juste. Mais enfin, d'accord, mais c'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a trouvé un bon CV que genre, c'est bon, on va avoir résolu le problème, tu vois. Enfin, et là, on a bien vu que Huguette Bello et Laurence Tubiana, ça ferait pas l'affaire. Donc, je vois des gens, donc à la fois des éditorialistes de renom dans des médias de gauche, et puis des responsables politiques qui essaient de trouver. Mais je suis là, mais en fait, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est pas ça l'enjeu. Enfin, on peut pas réduire l'enjeu à juste trouver un CV, tu vois. Et à chaque fois, tu vois, il y a un problème, ou plutôt il y a une situation, et les partis de gauche choisissent toujours la façon pour résoudre cette situation la pire.
Genre, vraiment, ils choisissent vraiment le petit bout de la lorgnette. Bon, bah, on va. Et moi, vraiment, ça m'afflige, en fait, de se tromper à chaque fois sur la nature des enjeux auxquels on est aujourd'hui confronté. Non, mais ça, les enjeux, je pense que c'est vraiment un peu ce qu'on a dit au démarrage. Hein. C'est quand même deux attitudes et deux positions qui ne sont pas les mêmes. Moi, je ne suis pas sûre qu'elles soient... Enfin, je pense que vraiment, elles ne sont pas les mêmes, mais je pense que ça peut... C'est pour ça que j'aime bien cette idée de la politique, que la politique, ce n'est pas de la politique en chambre, parce qu'en fait, ça se joue aussi dans les dynamiques et dans les rapports de force locaux, nationaux, publics. Enfin, ça change, quoi. Et que quelqu'un qui, je sais pas moi, prenons que Laurence Toubiana soit conduite ait été choisie, le fait qu'il y ait un peuple de gauche qui peut agir pour qu'on aille le plus loin possible, bah, ça n'est pas rentré dans l'équation, si tu veux, notamment de la France insoumise qui lui a fait le reproche d'être une Macron compatible, ce qu'elle est peut-être, hein, d'ailleurs j'en sais rien, enfin je veux dire, c'est vrai qu'elle a été approchée, les socialistes n'ont pas tort de dire qu'elle a été approchée mais qu'elle n'a jamais dit oui, et qu'elle est la signataire donc de cette pétition disant il faut élargir notre majorité et qu'on fera des compromis. Donc, mais ce que je pense c'est que l'idée qu'il pouvait y avoir, même dans sa désignation, une autre dynamique, et dans la désignation, et je dirais exactement la même chose pour Huguette Bello, c'est-à-dire Huguette Bello, elle était plutôt, tout le monde sait qu'elle est proche de Jean-Luc Mélenchon, qu'elle avait l'avantage de ne pas non plus être le faux-né de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que Huguette Bello, c'est pas une femme faible, quoi. On va pas la manipuler et donc elle était bien sur une ligne radicale de tendance France insoumise. Mais est-ce que pour autant elle n'était pas capable de faire des compromis et d'élargir sa majorité? Elle a montré dans sa pratique de présidente de région qu'elle en était capable. Donc en fait, l'un comme l'autre, les deux, je pense qu'elles ont été complètement prises de manière sèche et symbolique et pas dans des dynamiques politiques plus larges. Mais ce que je crois quand même, c'est que ce qui est en train, et c'est ça qui me navre aussi totalement, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est en train d'écrire le récit de la rupture. C'est-à-dire en fait, tout le monde est en train de dire qui porte le chapeau de cette rupture qui arrive. J'aimerais, encore une fois, là on est mercredi après-midi, j'aimerais me tromper, mais là je ne trouve pas que les attitudes montrent une volonté de surmonter ça, et au contraire on hypertrophie les désaccords, alors qu'encore une fois je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y en a pas, et encore une fois moi je me positionne d'un côté, je suis plutôt, une fois n'est pas coutume, plutôt d'accord avec la position que défend la France insoumise sur le plan du positionnement stratégique. Je pense qu'elle a tort de ne pas intégrer dans son équation le fait qu'il y a des gens qui peuvent faire en sorte que ça se passe pas si mal que ça finalement. Oui, moi j'ai une question, parce que c'est quelque chose qui me taraude depuis quelques jours. J'entends beaucoup dire, et là tu l'as pas dit, mais presque, qu'il y avait une espèce de pression, tu vois, du peuple de gauche à ce que, notamment j'ai entendu Marine Tondelier, qui était ce matin au Cas de Vérité, qui parlait de ça, la pression du peuple de gauche pour trouver un nom, etc. Or, précisément, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les discussions se font en chambre, fermée, à clé, à double tour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la pression? Genre, comment elle s'exerce? Puisque, genre, par exemple, si je prends la France insoumise, c'est un mouvement gazeux, donc la pression, tu vois, comment, toi qui as été au Parti communiste, etc., comment ça se manifeste? Moi, je pense que ça se manifeste par, je sais pas, moi, il se trouve que hier après-midi, j'étais à un enterrement, il y avait beaucoup de gens de gauche qui étaient là, et il y avait quelques élus, et je pense que ça leur a été dit, et qu'eux-mêmes vont le dire. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que cet ascenseur on fait monter le fait qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas d'accord, et qu'on leur demande d'aboutir absolument. On était très très nombreux à le dire hier, et les élus qui étaient là, ils l'ont très très bien entendu. C'est-à-dire que ces occasions de le faire savoir aux responsables politiques, aux élus, etc. Mais ça remonte jusqu'à mais bien sûr que ça, des Verts, mais bien sûr que ça remonte jusqu'à eux. C'est-à-dire que évidemment que comment est-ce qu'elle le sait, Marine Tondelier, qu'on n'est pas content? Parce qu'elle l'a entendu, parce qu'on lui a rapporté, parce que ses collègues des Verts lui ont dit, tu sais, ça chie des bulles dans
dans les circonscriptions. Enfin, bien sûr que les gens, ils le disent. Oui, mais bon, Marine Tondelier... les pressions, c'est pas les manifs, parce que là, en l'occurrence, par exemple, Louis Boyard et l'AFI, là, ils avaient tenté d'organiser une manifestation dimanche avec des syndicats d'étudiants, je sais pas quoi, ou de jeunesse. Ça a eu très très peu de succès. C'est pas le propos n'est pas de dire qu'on va se mettre à manifester. Et moi, j'ai trouvé ça assez déplorable pour tout dire. La manifestation devant le siège du Parti socialiste pour aller leur coller des badges. C'est-à-dire que la pression, elle n'est pas une animosité. C'est pas ça le sujet. C'est pas de leur dire, c'est pas de leur là, on n'en est pas là. Peut-être que ça finira mal. Peut-être qu'on finira par leur dire que vraiment, ils nous cassent les pieds, quoi. Mais là, pour l'instant, la pression, elle est sur le thème. On n'est pas content et on veut que vous y aboutissiez, quoi. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'était que comme il y avait une déréliction des architectures des partis, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les sections qui continuent d'exister dans certains partis, pas dans tous, mais dans la plupart, ne sont plus assez nombreuses en fait pour constituer véritablement une structure au parti, et donc en fait au bout d'un moment je sais même pas en fait si ça leur remonte. Tu vois ce qui se passe sur le terrain. Si, quand même, si. Je veux dire, il y a quand même des syndicats, il y a... Mais ils le disent, tu vois. Les là, syndicats, pour le coup, oui, ils le disent. Oui, ils le disent. Donc c'est ça la pression. Pour l'instant, je pense que la pression, elle se termine. Elle s'exerce pas sous la forme d'une manifestation de protestation. Non, mais moi je te parle pas d'une manif de protestation. Mais par contre, je te parle du fait que, pour l'instant, ça a pas l'air de tellement les bouger à trouver quelque chose. Je sais pas si ça les bouge pas. Moi, je pense que le problème, il pas simplement de bonne volonté ou de mauvaise volonté. Je pense qu'il y a un truc où il faudrait quand même qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils y arrivent, quoi qu'il leur en coûte. Mais leurs désaccords sont des désaccords qui sont pas faciles à surmonter, parce qu'encore une fois, c'est des choix politiques qui sont pas circonstanciels. Quand même, ce que je veux dire, juste pour conclure, c'est que ce qui se joue là, en fait, ce sont des stratégies différentes pour combattre le Front National notamment. Tout le monde a conscience que, d'ici un an, 15 mois, il n'y aura pas de nouvelle élection à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir une élection présidentielle anticipée, ça c'est possible. Mais en tout cas, a priori, le calendrier, il est 15 mois. Et que si la gauche n'arrive pas à être une alternative, alors l'alternative au macronisme, il n'y en aura plus qu'une. Et là, c'est ça qu'ils sont en train de faire comme démonstration. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas une alternative réelle. C'est que donc la seule façon de combattre le macronisme complètement maqué avec la droite, c'est le Rassemblement national. Et donc, je pense que le fond de l'affaire, c'est comment on combat le Front national. C'est vraiment... Et je pense que quand tu es devant cette question, tes convictions, c'est difficile de les relativiser d'une certaine manière. Si tu penses que vraiment il faut que la gauche redevienne de gauche, parce que si c'est pour recommencer à faire du hollandisme amélioré, vu le désespoir qu'elle a créé... Tu veux dire des puces de lit ? Ah, tais-toi. Ça, c'est affreux. Vraiment, bon, bref, ça, ceux qui n'ont pas vu... la référence, on vous épargne. Ça, on vous épargne ce truc. Bref, si c'est pour refaire une gauche qui désole, on fait quand même... Hollande, il a généré Macron, qui a généré le RN. Enfin, je veux dire, c'est quand même, pour moi, il y a quand même une chaîne de responsabilité politique qui ne peut pas s'oublier. Donc, si c'est pour recommencer une gauche tellement molle qu'elle n'est plus de gauche, non, c'est une certitude qu'on aura une extrême droite et qu'on sera balayé comme la gauche a été balayée en Italie. C'est quand même ça l'enjeu. C'est est-ce qu'il y a une alternative à la politique de destruction des structures sociales protectrices qui nous font vivre ensemble en France? Est-ce que l'alternative, elle est autre que celle du Rassemblement national? Il faut qu'elle soit de gauche. Et dans la gauche, encore une fois, le rose très pâle, moi je considère qu'il est très gravement responsable de la situation politique dans laquelle on est. Donc il ne faut pas le refaire. Donc quand tu as cette conviction profonde, tu as du mal à lâcher sur ta ligne
Seul truc que moi je crois, c'est que là où je pense que la FI déconne, c'est que ils ne font pas assez confiance, ils ne nous font pas assez confiance pour aider à ce que ça ne recommence pas comme du temps de François Hollande. Moi, je voulais terminer sur ce qui pourrait se passer demain. Parce qu'on va vous donner rendez-vous pour un prochain débrief vendredi. Mais demain, jeudi 18, c'est un moment important puisque il va y avoir le vote du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Que pour l'instant, vraiment, c'est très incertain. Je rappelle comment ça se passe. Vous avez une première élection, on va dire, où tout le monde peut se présenter. Et puis, si quelqu'un obtient la majorité absolue des votants, il est élu président ou présidente de l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas de majorité, il y a un deuxième tour, c'est à nouveau de majorité absolue. S'il n'y a toujours pas de majorité absolue, il y a un troisième tour, et là, c'est celui ou celle qui arrive en tête. Et là, c'est là que ça a commencé à poser un problème parce que, certes, le nouveau Front Populaire est le groupe qui a le plus de députés, si on le compare au groupe macroniste et affilié, et au groupe RN et affiliés, mais si vous ajoutez, je sais pas, les macronistes et les LR, là tout d'un coup, hop, ça passe devant, et même les macronistes et une partie des LR, hop, ça passe devant le nouveau Front Populaire, et en plus de ça, si on se passe dans la perspective du troisième tour, vous pouvez aussi avoir une défection en fait du candidat ou de la candidate du Rassemblement national et certaines voix qui pourraient aller privilégier le candidat ou la candidate de droite macroniste. Et je le dis... Qui dit qu'il faut leur faire de la place. Voilà, exactement. Puisqu'il y a un vrai enjeu. En gros, le nouveau Front Populaire ils ont tous affirmé qu'ils empêcheraient autant que faire Renaissance aussi, je crois. Il me semble une partie de Renaissance. Pas Yael Braun-Pivet. Non, pas Yael Braun-Pivet, mais je crois qu'en tant que groupe, je crois qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas recommencer. L'erreur de 2022, c'est-à-dire de donner des vice-présidences de l'Assemblée et puis des postes en veux-tu, en voilà. Mais donc, il y a un vrai enjeu. Comme Yael Braun-Pivet, qui est la présidente sortante de l'Assemblée nationale, ne s'est pas positionnée de la même manière, peut-être que eux, ils vont vouloir faire élire Yael Braun-Pivet plutôt qu'un candidat ou une candidate du nouveau Front Populaire qui les empêcherait, qui n'aurait pas le pouvoir de les empêcher d'accéder au poste, parce qu'après c'est l'histoire de points, etc. Mais qui mobiliserait en tout cas sa victoire au perchoir et son statut pour les empêcher d'avoir accès au poste. Et puis même dans le cadre des débats, je pense qu'un président de l'Assemblée nationale du nouveau Front Populaire n'aurait pas le même rapport avec l'extrême droite que ne l'aurait Yael Braun-Pivet. Ça pourrait être beaucoup plus sévère et beaucoup plus dur pour eux. Donc il y a un vrai enjeu demain, et cet enjeu est d'autant plus grand que moi j'ai bien compris ce qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il n'a toujours pas choisi de premier ou de première ministre pour succéder à Gabriel Attal, parce qu'il attend de voir comment ça se construit à l'Assemblée nationale. Je dis il attend de voir. Il doit bien sûr aussi jouer sa partition. C'est pas comme s'il était tout seul à l'Élysée et qu'il attendait demain soir pour se prononcer. Mais il attend de voir comment ça se passe à l'Assemblée nationale pour ensuite voir qui va sortir président ou présidente, quel groupe va réussir en fait à construire un semblant de majorité. Et sur cette base-là, je pense qu'il choisira son Premier ministre et que donc du coup la couleur politique, bon ça c'est un pari, mais moi je pense que la couleur politique du président de l'Assemblée nationale sera la même que celui du Premier ministre. Et donc il y a de fortes chances que ça ne soit pas nouveau Front Populaire. Et là, on peut dire aussi, mais ça tout le monde l'a bien en tête, qu'on lui facilite la tâche à Emmanuel Macron. Exactement. On aurait écrit une autre histoire la semaine dernière. Ouais, si on avait un nom de Premier ministre, l'histoire ne serait pas la même. Là, il a beau jeu de ne pas nommer de Premier ministre, vu qu'il n'y a pas de nom de Premier ministre sur la table. Bon, allez. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao. À vendredi.